c'est John DeMol, et je suis dans un bar avec lui au Martinez, et il me raconte une histoire qui va enfermer des mecs 24 heures sur 24, qui va les filmer, et moi, je sais pas si c'est le taux d'alcoolémie ou le génie, hein. On avait payé des étudiants pour aller vider des poubelles devant M6 pour dire télépoubelle, pour faire parler du truc, tu vois. On n'avait pas prévu que les mecs allaient casser des vitrines et tout, là. Qui était ton premier patron? C'est Jean-Luc Mélenchon. Par contre, à l'époque, ça faisait pas de me faire travailler gratos le dimanche, hein. Accumuler de l'argent est immoral. C'est un carton monumental. Enfin, un point comptable, hein. J'ai perdu. Je suis entrepreneur. Ma plus grande frustration, c'est de pas être assis à côté d'eux sur le fauteuil. Ça me rend dingue. On a fait 10 millions de téléspectateurs avec des dominos qui tombent. Je voulais prendre un moment pour remercier le sponsor de cet épisode de Fracture, il s'agit de Shine. Et ça tombe très bien, parce que dès le 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Vous avez certainement vu ce sujet passer. Et donc si vous avez une entreprise, vous êtes concerné. Nouveau format, plateforme agréée, mention obligatoire. Rien d'insurmontable, mais c'est probablement du temps que vous n'avez pas envie de passer sur ce sujet. Shine propose une réponse à ce problème, il s'agit de Shine Facture, un outil entièrement gratuit pour envoyer et recevoir des factures conformes en un clic. Et toute la complexité technique est gérée en arrière-plan, pas besoin de s'en soucier. Et au-delà du sujet de la facture électronique, Shine couvre aussi tous les services bancaires essentiels pour votre activité avec Shine Compte Pro. Ils ont d'ailleurs été élus service client de l'année 2026 et c'est toujours plaisant d'avoir un interlocuteur de qualité, surtout en 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fracture. Aujourd'hui, nous recevons Arthur, de son vrai nom Jacques Esbach. Bonjour Arthur. Bonjour. Et bienvenue. Arthur, Fracture, ça rime. Exactement, ça rime et bien évidemment, je ne présente plus Eric et Tony. Aujourd'hui, on reçoit un animateur, producteur, homme d'affaires, une carrière de 35 ans entre la télé et la radio. T'as été connu pour Les Enfants de la télé, Vendredi tout est permis, Apprendre ou à laisser, produire des émissions, on va en parler, comme Qui veut être mon associé, entre autres. Comment tu tombes dans la marmite télé, radio, comment ça se passe? Comment t'es arrivé dans ce milieu-là? Alors moi, quand j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans, j'avais un copain qui avait rendez-vous avec une petite amie et qui était animateur radio et qui me dit: est-ce que tu peux me remplacer? C'était un truc qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, donc j'ai pris 2 disques et je l'ai remplacé pendant qu'il allait flirter dans la cave d'à côté. et j'ai attrapé le virus de la radio ce jour-là. Et en parallèle de mes études et du travail, parce que moi je commençais à travailler à 16 ans pour amener un peu de sous à mes parents. Et donc je passais le bac pour faire plaisir à ma mère. Je travaillais pour améliorer notre quotidien. Et j'ai commencé la radio sur une radio dans une cave qui s'appelait Radio Massy-Palaiseau. Radio Massy-Palaiseau. Voilà, parce que j'habitais à Massy et qu'elle était à la frontière de Palaiseau et de Massy. Donc ils ont appelé ça Radio Massy-Pal. Voilà, et c'est le début de ma carrière. Et un jour, il y a un directeur de radio qui est tombé en panne de voiture, qui allait à Vélizy, et qui est le directeur d'une radio qui s'appelle RFM, et est tombé en panne en allant à Vélizy, et notre émetteur est brouillé tout, et la seule radio, en attendant que le dépanneur arrive, qui pouvait capter, c'était moi. Et il m'a appelé pendant l'émission pour me dire j'aimerais vous parler, je suis le patron d'RFM. Et moi je dis ben ouais, et moi je suis la reine d'Angleterre, espèce de mytho et tout. Bref, il a essayé de savoir qui j'étais. Il m'a fait participer à un concours où 5000 jeunes ont envoyé une cassette à l'époque, un truc que tu connais pas, une cassette. Et il y avait un mec sur les 5000 qui allait être choisi. Et c'est moi qui ai été choisi. Et c'est comme ça que j'ai démarré à la radio à l'époque, RFM, c'était en audience plus gros que Énergie quand j'ai démarré à la radio. Et on m'a donné une tranche que je vous souhaite tous de faire une fois dans votre vie, qui est vraiment le prime time. 22h, 4h du matin. Ouais. Bah, c'est beau, là, c'est à ce moment. Pour me roder. C'est encore la seule radio que j'écoute d'ailleurs. C'est vrai? Pour la musique. Pour me roder. Et donc, j'ai fait 6 mois, 22h, 4h du matin. J'ai appris. Puis après, j'ai fait 19h, 22h. Et puis après, j'ai fait la matinale qui est... avec une fille à l'époque et qui est une amie qui s'appelle Laurence Boccolini. D'accord. J'ai été son assistant. Ok. Et voilà. Et c'était les plus belles années de ma vie. Et j'ai tout de suite compris que de divertir les gens, c'était quelque chose qui me plaisait. Et donc, j'ai mis un peu sur le côté mes autres activités que j'avais démarrées à 17-18 ans, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Puis après,
J'ai trouvé que j'étais pas assez payé, alors j'ai décidé de me produire. Ouais, Et c'est ça, parce qu'en fait, divertir, mais Ouais. t'avais quand même cet acumen un peu Ton business. switch entrepreneurial. Ouais. le réflexe du pauvre, hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui prenne tout l'argent à ma place. C'était ça dans mon esprit moi je suis autodidacte, j'avais jamais entrepris, mais je trouvais pas ça normal que la radio qui m'engageait gagne plus de sous que moi. Et donc quand j'ai démarré sur une radio qui s'appelait Fun Radio, c'était ma deuxième grosse radio, vraiment là, c'est là où j'ai créé l'animateur le plus con de la bande FM. J'ai fait un deal avec le directeur de la radio, j'ai dit écoute, tu me payes pas, mais à chaque fois que j'ai un auditeur supplémentaire, tu dois me donner 1 franc. Parce qu'on était en francs à l'époque. Ouais. Et donc, j'avais un peu de sous de côté parce que j'avais bricolé. J'étais DJ, je vendais du tissu au sentier. J'avais 1000 métiers et j'ai pris tous les sous que j'avais de côté pour payer l'équipe. Il a fallu que je paye un réalisateur. C'était Emmanuel Lévy. Manu Lévy, aujourd'hui, qui est le numéro 1 de la radio sur Énergie. Et puis un assistant, puis une standardiste. Et j'ai payé les 3 premiers mois. Ah, t'es devenu producteur sans le savoir. Sans en le fait. savoir, Ouais. j'ai fait all-in les 3 premiers mois. J'ai mis toutes mes économies. Et je me souviens quand je suis arrivé sur cette radio le matin, elle avait 200 000 auditeurs. Et le directeur, quand il m'a signé le contrat, il a dit le mec est fou. Au pire, s'il fait 10% de plus, ça va lui coûter 20 000 francs par mois. C'est rien puisqu'il paye tout. Ouais. Et au premier sondage, on est passé à 1,4 million. Et au deuxième, 3 millions. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il pouvait plus nous payer. Et il est venu Ah me bah, voir, tu il m'a dit, m'étonnes. mais je peux pas te payer, quoi. Et à l'époque, j'étais jeune, je m'en foutais un peu, et comme quoi la vie, j'avais une meuf à New York. J'avais une petite amie à New York. Et donc, j'avais fait un deal avec lui, d'accord, mais Tu me payes mes billets. j'avais droit à 40 billets de Concorde. À Concorde. Bah oui, moi je suis le mec qui a voyagé le plus dans le Concorde en France, ok. Ouais. Tous les week-ends, j'allais voir la nana à New York et j'avais l'hôtel payé et j'avais tout payé. Et puis c'était une époque où tu pouvais faire beaucoup de bartering, c'est-à-dire que la radio faisait de la pub pour Air France et en échange, Air France donnait des billets. Donc eux, ils étaient contents, moi j'étais content. J'avais acheté mon premier appartement, même le mec qui faisait le parquet, il avait des écrans pubs sur Fun Radio. Donc je vivais sur ces trucs-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que parfois la vie c'est important et intéressant. C'est que j'ai échangé un gros salaire contre des billets de Concorde. Et cette dame, qui est une dame maintenant aujourd'hui, cette petite amie, c'était la fille d'un grand patron d'une grande maison de disques qui s'appelait Elektra Music, Warner Elektra Atlantic, WEA. Et un jour, je dînais chez elle avec son père et tout. Et il me dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah moi, je fais de la radio. Ah bah nous, on a engagé un jeune mec complètement fou. Ça te dirait de le rencontrer? Je dis ouais. Il me va le voir demain matin à 6h du matin. Il fait son émission. Il me donne l'adresse. Je prends le taxi, j'arrive à New York et c'était Howard Stern. Ah ouais. Et je D'accord. suis devenu pote avec lui et je me suis vachement inspiré de lui et donc ce qui m'a permis de faire encore plus de conneries à la radio et faire plus d'audience. Mais à la fin de la saison, et les mecs pouvaient plus me payer, Ouais, ils le avaient plus les contrat, en fait, moyens. il avait plus de sens. Et donc il y a une autre radio qui est arrivée et c'était juste après la mort de Coluche. Ouais. Et c'était Europe 1 qui m'a dit bah écoute, tu vas remplacer Coluche de 16h à 18h et là. Voilà, c'était une époque folle. Et donc, j'ai produit à nouveau mon émission de radio avec des énormes moyens que m'avait donné Europe 1. Et j'y suis resté 8 ans. Voilà mes débuts à la radio. Et à la télé, pareil, j'ai démarré ma première émission. J'ai été produit par Antoine Decaune. Ouais. Et il avait une boîte qui s'appelle NBDC. Et ça a été un four complet. Complet. Mais parce que c'était nul, l'émission, en fait. Ça avait rien à voir avec Antoine Decaune. Et puis après ça, TF1 m'a viré. Et le jour où j'ai été viré, j'étais dans la salle d'attente de Étienne Moujotte. Et il y avait un autre mec qui était dans la salle d'attente qui attendait lui aussi de se faire virer par Christophe de Chavannes. C'était Stéphane Courbis. Ah ouais. Et à la fin de nos 2 licenciements, Chacun a monté sa boîte. je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on aille prendre un café? Bah ouais, on a pris un café, on a monté une Vous avez boîte monté votre ensemble. boîte ensemble de production. De production, on va en parler, où il n'y ouais. avait rien, puisqu'on Ouais. avait à ce moment-là ni idée, ni argent. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Alors moi, je gagnais beaucoup de sous à la radio, donc ça a permis de faire vivre. Et moi, quand j'ai connu Stéphane, il avait encore un emprunt étudiant, et aujourd'hui, c'est le premier producteur de la planète. C'est Ouais, marrant. bah oui. Enfin, non, mais c'est clair, il y a eu une espèce de construction incroyable que vous avez menée. En fait, moi, je trouve qu'on a démarré, on a eu beaucoup de chance, on a travaillé comme des malades, Ouais. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais on a été, je crois, des formidables opportunistes. On n'est pas des moguls, tu vois, je veux dire. Je vais te donner un exemple, je suis au MIPCOM à Cannes. À l'époque, j'aimais faire la fête, c'était avant de vieillir. Je rentre vers 3h du matin d'une soirée Canal ou je sais pas quoi. Je suis un peu
j'ai consommé de l'alcool. Et il y a un mec qui en a consommé beaucoup plus que moi devant l'ascenseur. Et je dis, ça va, ouais. Vous voulez pas boire un dernier verre? Je sais même pas qui c'est. Et je suis dans un bar avec lui, au Martinez, et c'est John de Mol. Et il me raconte une histoire qui va enfermer des mecs 24 heures sur 24, qui va les filmer. Et moi, je sais pas si c'est le taux d'alcoolémie ou le génie, hein, mais Banco. je dis waouh, c'est fou et tout. Je me réveille le lendemain, je me dis j'ai rencontré un mec qui a un projet complètement fou, je sais même pas comment il s'appelle. On l'a retrouvé et c'était John de Mol et on s'est associés et on a fait Big Brother. Maintenant, entre le moment où j'ai pris cette tweet et le moment où c'est arrivé à l'antenne, on a travaillé comme des malades. On trouvait personne pour... Une idée ne coûte rien. Et oui, l'idée, L'exécution. mais il fallait financer un truc pareil. Et Ouais. aucune chaîne n'y croyait. Personne ne aucune. voulait. Avant, ça n'existait pas en fait. Bah oui, la on allait télé-réalité voir, n'existait pas. TF1, ils nous ont jetés. On est voir toutes les chaînes. Finalement, c'est M6 qui a acheté le format. Ouais. Et Love Story. ça s'appelait Love Story. Ouais. Et je me souviens, au moment du lancement de l'émission, vous n'êtes pas les malins. Hein. On savait pas si ça allait marcher. Et puis, n'oublie pas, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Il fallait créer du buzz. Bien sûr. On en a créé. C'était de l'impact le plus C'était important en matière de télé. Mais Love oui, Story. il fallait faire parler du programme. Alors je me souviens, on peut le dire maintenant. M6 c'est des clients, mais ils vont rigoler. Mais à un moment, on avait payé des étudiants pour aller vider des poubelles devant M6 pour dire télé poubelle, pour faire parler du truc, tu vois. On n'avait pas prévu que les mecs allaient casser les vitrines et tout, là, ils soient emballés dans l'ambiance, et ça a fait parler du truc. Mais c'était ça, aujourd'hui, c'est facile de faire du buzz avec les réseaux sociaux, mais à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc il fallait inventer le buzz. Et c'était une de mes spécialités. Ça me fait penser à une question. Comment tu penses, parce que c'est vrai que ça a été le sujet avec le décès de Loana, comment tu penses que ces jeunes qui rentrent aujourd'hui dans la télé, ils peuvent se préparer ou se protéger de ce qui va arriver en termes de buzz, d'image Alors aujourd'hui, il y a Loana, qui est une femme que j'aimais beaucoup d'ailleurs. J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour elle. Loana, c'était la pionnière. Ah ouais, Donc elle eux, essuyait les ils s'y plâtres. attendaient pas du tout. Mais dès les deuxièmes, ils savaient déjà. Et puis aujourd'hui, c'est plus la télé-réalité d'hier. C'est-à-dire, c'est presque fictionné. Ouais. C'est pas écrit, mais ils jouent des rôles parce qu'ils savent que plus ils vont faire de buzz, plus ils vont avoir de followers, plus ils vont avoir de followers, plus ils feront de placements de produits. Donc c'est un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, il y a aucun jeune qui peut dire j'étais pas préparé au succès et tout. Maintenant, pour malheureusement une Loana qui en est morte d'une descente aux enfers terrible, il y a quand même des dizaines de milliers, des centaines de milliers de candidats de télé-réalité dans le monde. Et Dieu merci, tous ne finissent pas en dépression ou comme a pu finir la pauvre Loana. Mais on était précurseurs, c'était génial. C'était génial de se dire, moi je me souviens, j'ai un souvenir incroyable, c'est tout devenait un événement. Et il fallait fabriquer des événements tous les jours dans ces émissions. Par exemple, le premier événement qu'on a fabriqué, dont vous vous souvenez tous, c'est 5 minutes avant le direct, on est en régie, et je me souviens, il y avait Vincent Lagaffe qui tournait à côté, qui était venu voir, parce que c'était l'événement, et je regarde un des écrans de contrôle, et je dis, mais merde, on n'a pas fait les lits. On n'a pas fait quoi? Les lits. Les lits sont défaits, c'est ça? Il n'y a pas de drap sur les lits. Ah oui. Et je me souviens rentrer avec Stéphane Courby, à l'époque mon épouse qui était Estelle Lefébure, Vincent Lagaffe qui travaillait sur TF1, et moi, et 5 minutes avant le direct, il y a toutes les huiles d'M6 qui regardent les écrans de contrôle et ils nous voient en train de faire des lits. Et on lui dit, il reste 2 minutes, on n'avait pas fait la moitié des lits. Et là, j'ai cette idée complètement débile. Je dis, venez, on prend tous les matelas, on les jette dans le jardin. Et on a pris tous les matelas, on les a jetés dans le jardin, il y avait une pile de matelas. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, la première scène des mômes, quand ils rentrent dans le loft, ils se jettent sur les matelas. Et on leur dit, bah voilà, votre boulot, c'est de faire votre lit. En fait, parce qu'on avait oublié de faire le lit. Donc en fait, l'idée, c'était cette télé d'une époque où il fallait tout transformer en événement, créer des accidents en permanence. Je peux vous en raconter des fous, parce que moi, je suis très bavard. Mais je peux vous raconter une autre histoire. Un jour, je vois une émission à Étienne Moujotte de Domino. Domino. Ouais, les Domino Day, qui là. tombent. Ouais, Domino Day. Ouais. Et Étienne Moujotte, il dit, se fout de ma gueule. Donc t'as des mecs qui, pour expliquer, t'as des mecs qui préparent des dominos pendant des jours, Voilà. voire plus, et à un moment, Et si on les tu voit mets à la tomber. télé, tu déclenches. Donc et chaque pays a envoyé ses champions de domino. Mais concept de merde. Moi j'adore ça. Et donc la France a envoyé son équipe. Donc je crois que la France, on avait fait la Mona Lisa, d'autres avaient fait la Statue de la Liberté. Bon, chaque pays fait ça. Et le matin, on se dit, mais ça ne marchera jamais. Il va rien se passer pendant 2 heures, à part tu regardes des trucs tomber.
et je reçois un coup de fil d'Étienne Moujotte sur mon téléphone portable qui faisait 15 mètres, tu vois, je suis en l'antenne comme ça, je me fais pourrir. On va se faire défoncer, tu nous as vendu ça une fortune, de qui te moques-tu? Je dis Étienne, ça va être un succès énorme. Mais rends-moi un service, est-ce que, c'était Denis Brognard qui présentait, est-ce qu'il peut passer au journal de 20h, à la fin, pour annoncer les dominos? Il me dit d'accord. J'appelle Claire Chazal, je dis Claire, est-ce que tu le prends en 30 secondes à la fin? Pas de problème. J'appelle en Hollande. Je dis pour vous montrer la folie dans laquelle on était, c'était génial. Et j'appelle Denis Brognard, je lui dis, quand tu vas passer en direct dans l'émission de Claire Chazal, dans le JT, tu vas dire qu'il y a un oiseau dans le hangar qui menace de faire tomber tous les dominos avant le direct. Et donc, avec le génie de Denis Brognard, il est en direct sur TF1, au JT de 20h. On a un problème, on est très anxieux, il y a un oiseau qui est rentré dans le hangar, qui menace de foutre en l'air toute l'émission. Et là, les gens se sont dit, il faut que je regarde. Tu sais, c'est comme les gens qui regardent le patinage en se disant, ils vont se casser la gueule, tu vois. Et les gens, ils se sont dit, il faut que je regarde. On a fait 10 millions de téléspectateurs avec des dominos qui tombent. C'est incroyable. C'est du Aujourd'hui, génie, tu fais 10 millions sur TF1, le lendemain matin, ils ont sculpté ton buste à l'entrée de la chaîne. En or. Ouais, parce que 10 millions, ça n'existe plus. Non. Enfin, à part Ça les existe. finales. Là, tu as Le les sport. restaurants du cœur, les grands matchs de football, les Ouais. finales de Miss France. En fait, les plus grosses audiences sont les audiences qui rassemblent les Français dans surtout des trucs en direct souvent, ou des grands événements où t'as pas d'autres. Les multimilieux sociaux. Oui, en fait, c'est ce que à l'époque on appelait ça le journal 20h, on appelait ça la grand-messe de la télévision, où tout le monde se retrouve en même temps, où t'entends ton voisin gueuler parce que il y a eu un but, tu vois. C'est ce qu'on a perdu parce qu'aujourd'hui la télévision, l'image est devenue quelque chose de très égoïste. Moi, j'ai grandi, peut-être vous aussi, on regardait la télé tous sur un canapé. Tous ensemble, ouais. Là, moi, j'ai un fils qui regarde T'as raison, YouTube ouais. dans un coin, ma fille qui regarde un truc dans l'autre, ma femme qui regarde une série sur Netflix, moi qui essaie péniblement de regarder TF1 parce que je résiste. Mais ce que je veux dire, c'est que on a la télé, enfin le contenu vidéo est devenu comme la radio, c'est-à-dire un média On consomme seul, différemment. Hein. qu'on consomme seul. Et dès qu'il y a la possibilité d'être tous ensemble, une finale de Coupe du Monde, un grand match de basket, une finale de Roland-Garros, un événement, quoi. Et c'est pour ça que les Jeux Olympiques cartonnent, parce que t'as d'un coup un sentiment d'une appartenance, d'abord une appartenance à ton pays, parce que t'as un sportif français qui va ramener une médaille, donc t'es fier, il y a la Marseillaise. Donc c'est ce qu'on appelle l'écoute conjointe, où toute la famille se retrouve ensemble. Et c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. Parce qu'à une époque, on nous disait, tu faisais un prime time, il plaisait de 7 ans à 77 ans. Bah ouais, il y avait 3 chaînes. Ok? Et t'avais pas trop le choix, quoi. Mais là, maintenant que t'as 400 chaînes, plus toutes les plateformes et YouTube, bah, pour convaincre un môme que ton programme va lui plaire en même temps qu'à ta grand-mère, faut vraiment faire des très grands écarts. Dans tes débuts, t'as bossé chez Radio Nord-Essonne. Dis-moi si je dis une bêtise. Oui, Et à ton côté de Radio Massipal, c'est le même quartier. Hein. Exactement. C'est à 20 mètres. Hein. Et qui était ton premier patron Et ben mon dans premier, cette radio le patron de Radio Nord-Essonne, c'était Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est vrai. Comment il était à l'époque? C'est drôle. Bah, moi, je l'ai jamais rencontré. Mais par contre, à l'époque, ça le faisait pas chier de me faire travailler gratos le dimanche. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. parce qu'en fait, il a. C'était une radio bénévole, hein, Ouais. RNE. Radio Nord-Essonne. Ouais, c'était génial, mais c'était une époque. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis c'était une époque. L'époque qu'on vit aujourd'hui, elle est extraordinaire. Hein, entre l'intelligence artificielle et la démultiplication des offres de programmes, c'est extraordinaire. Mais par contre, ce que j'ai vécu, moi, il y a 30 ans à la radio, c'est... Ah, c'était l'époque des radios un peu pirates. Aujourd'hui, je me suis amusé l'autre jour, je voulais faire écouter à mon fils, j'ai un fils qui a 17 ans, je voulais lui faire écouter une de mes émissions de radio, et en lui faisant réécouter, au bout de 10 minutes, je me dis, mais normalement, la même émission aujourd'hui, je suis en garde à vue. C'est ce que je dis. Ouais, On dit des trucs, possible. mais c'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pourrais plus le dire aujourd'hui. Et je ne voudrais plus le dire. Ouais. Mais à l'époque, c'était ce qu'ils appelaient les radios libres. Ouais. Il y avait une radio qui s'appelait Carbone 14. Ouais. Moi, j'ai travaillé à Carbone 14, je faisais le JT. Je m'appelais l'adjudant-chef Vacher. Et je présentais le JT sous une marche militaire. C'était les infos, mes infos traditionnelles, mais t'entendais adjudant-chef Vacher. Et après moi, il y avait une nana qui s'appelait Super Nana, et un mec qui s'appelait David Grossex. Et après, t'avais Jean-Yves Lafesse. Non mais... Et on était sur une péniche, c'était une radio pirate, c'était dingue. Voilà. Il y avait, quand on mettait de la pub, c'était interdit.
Ouais. Les gens n'ont pas compris que jusqu'à 81, où François Mitterrand a libéré les radios libres, enfin, il les a légalisées, tout le monde était avec un émetteur. N'importe qui pouvait faire de la radio. Comme aujourd'hui, n'importe qui peut faire un programme YouTube avec son smartphone. Ouais. Ben, nous, à l'époque, on mettait un émetteur, c'était un truc comme ça avec une ampoule, foutais ça dans la baignoire dans ta salle de bain, et t'émettais sur 10 km à la ronde. Et t'étais la star de ton quartier. À quelle époque? Ouais. Mais je dis pas que c'était mieux. Hein. Moi, je déteste dire c'était mieux Ouais, bien avant. sûr, c'était différent. C'était Mais différent, je me suis plus C'est amusé différent. avant qu'aujourd'hui, on va dire. Voilà. Moi, mon seul souvenir, si tu veux, je pense du reliquat de cette époque, c'était quand j'écoutais Romano et Diffoul le soir sur, je sais plus, c'était Fun Radio. Ouais, voilà. Et après, ça a marqué la fin de mon adolescence. Et puis après, je suis passé sur YouTube. Il y avait une émission qui s'appelait Love in Fun, là, avec Diffoul et un Diffoul et docteur le doc, là, ouais. qui parlait Le de doc cul, et Diffoul, tout à Ben fait. ouais. Les questions. Ben oui. Ça, c'était des audiences de ma boule, j'imagine. Ben, C'était- refais la même chose aujourd'hui. Ouais. Des mômes qui disent voilà, si je voudrais sodomiser mon hamster, est-ce que c'est une bonne idée? Bon, je suis pas sûr que ça passerait. Non mais tu vois, c'était ça, Doc et Diffoul, j'exagère. Ouais. Mais il y avait une espèce de vent de fraîcheur, de liberté. Mais t'as le même aujourd'hui. À part que t'as une génération entière qui s'auto-censure. Parce que moi, il y a 20 ans, si j'avais eu YouTube, ok, et Claude, Ah, et ChatGPT, voilà, je cassais les murs. Mais on est dans une période où, je dis pas qu'elle est aseptisée, mais les gens font attention, parce que tout le monde fait hyper attention parce qu'il y a une infime minorité de mecs qui peut décider du droit de vie ou de mort d'un artiste sur les réseaux sociaux. Mais une infime minorité de mecs. Et toi, là-dessus, t'as jamais eu peur d'être cancel? Alors moi, je peux te dire que s'ils avaient voulu me cancel, ils y seraient arrivés. Hein. Ils ont cherché. Hein. Ouais. Il y a 2 ans, ils ont fait un montage où je fais des blagues lourdingues. À Oui, des tout un candidats montage qui avec des apprennent au filles, lycée. voilà, c'est ça. Ils ont tout à essayé de me faire passer pour un harceleur sexuel. Et Oui, ça a pas étonnamment, pris, oui. c'est comment? Enfin, ça n'a pas pris, je pense. Ça n'a pas, ça, c'était en train de prendre. Hein. Tu sais que moi, je me suis vraiment posé des questions. Bon, il y avait rien de harcèlement sexuel. C'était juste de la lourdeur de l'époque, quoi. Oui. Voilà, des blagues lourd, quoi. graveleuses de l'époque. Mais c'était une époque où, je dis pas que c'était mieux, une fois de plus, mais où avant le JT, t'avais une stripteaseuse quand même. Ouais. Va expliquer ça à un enfant Ouais. aujourd'hui qu'avant le journal de 20h, il y avait une meuf topless chez Stéphane Collaro. Oui, c'est ça, tout à fait. Stéphane Collard, Et exactement. qu'il y avait le samedi matin une nana qui s'appelait Véronique et une autre qui s'appelait Davina qui donnait des cours de gym à la télé avec Bernard Tapie et qu'à la fin elle prenait une douche à poil filmée. On marche sur la tête, hein. Et qu'il y avait un film érotique, le M6. Ouais, sur à M6. 22h, ouais. Donc c'était un monde différent. Ouais. Tu l'as regardé? Bah, bien sûr. Je vois qu'il est au tous les courant soirs, de tout, moi. il a rien raté. J'ai rien raté, Mais moi. nous, à l'époque, on n'avait pas YouPorn, on avait le catalogue de Il y la avait que Redoute. hein. ça, quoi. C'est ça, le dimanche sur M6, c'était la folie, ouais. Et donc, ce qui m'a sauvé, ce qui a arrêté net cette petite polémique bidon, c'est qu'il y a un journaliste de Libération qui a interviewé les filles qui étaient sur les vidéos. Ouais. Et elles ont toutes dit, bah non, c'est pas du harcèlement, c'était à refaire, je le referai. Alors peut-être pas aujourd'hui, parce que je suis marié, j'ai des enfants. Et puis l'époque a changé, quoi. Et elle aussi, tu vois, et que l'époque a changé, mais elle disait, mais on le voyait jamais avant les émissions, il n'a jamais mis un pied dans nos loges, on l'a croisé sur le plateau. Et puis surtout, quand tu vois, il y a un extrait qui est très dérangeant où je fais un smack à une nana. Ouais. Et tu dis, putain, le mec, il embrasse une candidate comme ça. Et donc j'ai dit à mes équipes, j'étais lourd à ce point, et on a ressorti l'émission, et 1 minute avant, elle me dit, si j'ai 200 000 dans la boîte, vous m'embrassez sur la bouche. Ah ouais. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pas genre je suis arrivé, je t'ai embrassé sur la bouche de force. Voilà. Ouais. Donc mais c'était lourdingue et c'était ni fait ni à faire et je le referai plus. Alors qu'un présentateur, alors je sais pas si tu le connais, si tu as des affinités avec lui, mais comme Tex, lui par contre, un peu même cas de figure, mais il a été un peu cancel, quoi. Je trouve ça un peu injuste ce qui lui est arrivé à Tex. Il a fait une blague Il présentait Les Amours, hein, du coup. Il présentait Les Amours que je produis. Il a fait une blague lourde, mais même pas dans l'émission. En dehors. Alors, il l'a faite sur le plateau de Cyril Hanouna et on l'a viré. Mais je pense que c'était un prétexte pour le virer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est l'époque. Il faut. Ouais, maintenant, il faut faire hyper attention, quoi. Et je pense que tout le monde fait toujours dans une espèce de réflexion de ce qui peut être Mais dit, oui, comment ça peut être mais vu. même en ce moment, pendant que je te parle, Ouais, je me dis, est-ce que j'ai dit un truc qui pourra être ressorti de son contexte et me faire défoncer, tu vois? ouais, bah t'es Mais, obligé parce que. Oui, c'est étonnant parce qu'on n'a jamais donné autant de moyens de liberté d'expression à la planète Ouais. et la planète ne s'est jamais autant censurée elle-même.
Bon, après, attention, quand on parle de harcèlement, quand on parle de ces choses-là, il y a des victimes derrière. Ouais, Il faut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, tout le monde est vigilant parce qu'il suffit d'un mot mal interprété, d'une phrase de travers, pour qu'on se fasse défoncer. Et ça arrive à tout le monde, hein, les hommes politiques, les sportifs, les sûr. animateurs, les journalistes. Donc, faut être vigilant. C'est dommage parce que tu perds un peu de ta spontanéité. Eh ouais. Ouais. On a parlé de tes débuts, mais Fracture, c'est aussi un podcast business. Et donc, on va parler un petit peu de Arthur, le businessman, le producteur. C'est quoi le quotidien? Donc, on te connaît en tant qu'animateur, en tout cas, le grand public te connaît en tant qu'animateur, et tu es à la tête du groupe Satisfaction, qui emploie aujourd'hui des milliers de personnes. C'est quoi, quand tu passes pas à la télé, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton travail de producteur? Est-ce que c'est trouver des concepts? Quel est ton travail? Alors, d'abord, moi, j'ai un groupe qui s'appelle AWPG et Satisfaction, c'est la branche média. Ok, d'accord. C'est Il y encore a- plus gros que ce que tu imagines. Ouais. En fait, il y a 3 pôles dans mon groupe. Il y a et d'ailleurs, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus important, Satisfaction. Il y a la télé, la radio, le digital, le cinéma, la fiction, enfin tous les médias sont sous l'ombrelle de Satisfaction. J'ai un deuxième pôle qui est beaucoup moins sexy, mais qui est immobilier et hôtellerie de luxe. Et j'ai un troisième pôle, et c'est celui qui me passionne le plus, qui s'appelle AW Equity, qui est le pôle private equity, où j'ai investi dans aujourd'hui plus d'une 50aine de sociétés. Et hors la télé, on emploie de manière directe ou indirecte à peu près 2500 personnes. Mais si on rajoute la télé, on doit faire, je sais pas, 5000 fiches de paye, ou c'est pas plus par mois, puisqu'on a beaucoup d'intermittents. Ouais. Et donc, Ouais. aujourd'hui, on a 200, sur Satisfaction, on va avoir une centaine de salariés de CDI. Et après, ce sont les intermittents donc oui, on doit faire, beaucoup on fait travailler beaucoup de gens. Ouais. Alors, mon quotidien, je suis comme un dentiste. Alors, un jour, j'ai trouvé un truc génial. Moi, j'étais fan de TEDx. Et j'ai rencontré un des fondateurs de TEDx qui m'a expliqué que les TEDx, ils durent 18 minutes parce que c'est la durée d'attention maximum. Donc, j'ai décrété que mes rendez-vous ne devaient pas durer plus que 20 minutes. Ouais, ok. Et donc, je suis comme un dentiste. Dans une journée, je peux avoir une réunion avec le développement qui va me proposer un nouveau format. Puis après, j'ai une réunion avec une boîte que j'ai dans le café. Puis après, j'ai une réunion avec un jeune entrepreneur qui a un projet à me pitcher. Puis après, en fait, en une journée, j'ai 15 sujets différents. Tu leur donnes que 20 minutes. En fait, à mes équipes, je leur donne 20 minutes. Pourquoi ? Parce que ça t'évite de perdre du temps à parler de choses qui servent à rien. Ouais. Et on rentre dans le vif du sujet. Et sinon, j'y arrive pas. Maintenant, j'exagère. Si je m'éclate, je peux rester 2 heures. Mais le problème, c'est que ça fout en l'air tout le... Ouais, tout et ton je suis programme. vraiment comme un dentiste. Il y a des matins, je rentre dans mon bureau, il est 9h. Et je ressors à 18h, 19h. J'ai même pas déjeuné. Et j'ai enchaîné les rendez-vous. Et c'est génial parce que j'apprends 1000 choses. Je peux passer d'un format de jeu qu'on vient me présenter, à un format, on me dit est-ce qu'on achète les droits, il a l'air génial, à une demi-heure, un board avec une boîte à Los Angeles qui fait des cartes de crédit. Tu vois, donc j'ai une espèce de schizophrénie Elle va switcher. et qui C'est m'enrichit. l'hyperactivité de l'entrepreneur. Je pense que je suis hyper actif et d'ailleurs quand arrive le week-end, vers jeudi soir, vendredi matin, je commence à avoir mal au bide de me retrouver tout seul le week-end. Enfin tout seul, j'ai une femme et des enfants, mais de pas ça va être... s'arrêter, quoi. Dans le business. Oui, parce que j'ai entre guillemets, je dis hormis les urgences, vous me contactez pas le week-end. Ouais, tu t'es mis en fait à une espèce de bulle de De bulle du protection. week-end, même si j'ai toujours un coup de fil, hein, tu sais, on Ouais. produit 1100 heures d'émissions par an. C'est-à-dire qu'on produit à peu près 3 heures tous les jours à la télévision française, sur toutes les chaînes. Et il y a toujours un truc qui va pas, un animateur qui a un pet de travers, un technicien qui s'est blessé, une émission qui s'est annulée, toujours un truc. Donc moi, on m'appelle vraiment en pompier, quoi, au dernier moment, parce que j'ai quand même des équipes géniales qui gèrent, tu les connais, qui gèrent. Moi, tu vois, qui veut être mon associé, je m'en occupe pas du tout. Je gère la relation avec les entrepreneurs, je donne un avis au fur et à mesure du tournage, mais je vais au début vous dire bonjour à la première et je vais à la dernière. Ouais, on te voit une fois. Une fois. Non, mais je peux pas. On a trop d'émissions. Ouais, bah oui. Si je devais passer sur tous les plateaux de télé, alors c'est dur parce que faut pas aussi vexer les animateurs et les entrepreneurs. Je dois passer sur le plateau de Cyril Ferraud, puis après je dois passer sur le plateau d'Éric Antoine, et puis après sur celui de Météo à la carte, puis celui de la roue de la fortune, puis celui du grand concours. Puis tu veux dire, je peux pas, on peut pas se démultiplier. Donc j'ai une gestion bien organisée de mon temps. Et quand arrive le week-end, je décompresse, et quand arrivent les vacances, je déprime. Ouais. Je n'arrive pas. T'arrives pas. Vous êtes Ouais. deux.
Ouais, les vacances, c'est terrible. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et c'est horrible. En plus, moi, j'ai épousé une Tahitienne, donc je pars en vacances à Tahiti une année sur deux. Ouais. Alors là, en Polynésie. Elle est de Tahiti ou Montréal, une autre île? On a une maison à Montréal. Ouais. Et donc, à Montréal, on m'appelle le chercheur, parce que je cherche le Wi-Fi. Et je suis là partout dans la Maintenant, ville. avec Starlink, tu dois t'en Mais sortir. non, ils ont interdit Starlink en Polynésie. Non. Bah oui, Mince. C'est pas possible. ils ont interdit. Ah oui, Ah ouais. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Parce T'aimes que bien t'as la tous pêche, les yachts autour qui ont Starlink, donc t'essayes de choper le Starlink d'un yacht, mais sinon toi tu peux pas avoir. Mais bon là il paraît que la fibre arrive D'accord. doucement mais sûrement. Ouais. Et donc quand j'arrive là-bas, non seulement il y a un décalage de 24 heures, de 12 heures qui Ouais. fait que bien, quand c'est le jour ici, c'est la nuit là-bas. Donc Compliqué, déjà ouais. c'est déprimant. Et puis tu te dis mais en fait c'est horrible parce que t'as l'impression que le monde est en train de s'arrêter sans toi. Alors qu'il continue, Continue très, de tourner très bien, ouais. et il tourne parfois mieux. Ouais. Ok. Je l'ai vécu il y a 2 ans. J'ai vraiment levé le pied sur la gestion de mon groupe pour des raisons personnelles. J'ai dit voilà, pendant 6-8 mois, je vais pas être aussi présent. Donc j'ai pris tous les directeurs généraux. Je leur ai dit voilà, c'est simple, vous allez vous démerder tout seul. Vous m'appelez que s'il y a un problème. Ok. Ils ont fait beaucoup mieux que quand je suis sur leur dos toute la journée. Mais quand je t'ai dit beaucoup mieux, c'était une année, en plus c'était une année très difficile, et business-wise, ils ont pété les scores. Peut-être parce je leur ai donné cette espèce d'élan de, allez, Tester des trucs. mais j'ai toujours eu confiance en mes équipes, mais j'ai un problème, je suis contrôle fric dans le business. Et là, je les ai laissés, et c'est comme s'ils avaient déployé leurs ailes, et donc là maintenant, je touche du bois, la boîte cartonne, toutes les activités marchent du feu de Dieu, et je suis moins consulté parce que je leur ai donné, entre guillemets, une partie des clés de la boutique. Ouais, plus de liberté, ouais. Exactement. D'autonomie. Et donc là aussi, c'est une petite descente où... Et donc ça te donne envie de continuer dans cette voie-là ou... Oui, Ouais. oui, et de me consacrer à d'autres choses. Mais tu vois, des fois, par exemple, hier, j'apprends qu'on a vendu un programme en dev à Netflix. Je l'apprends par hasard. Et j'appelle la directrice du dev, je dis mais c'est vrai ça? Elle me dit ouais. Je dis pourquoi tu me l'as pas dit? Ah bah ça va, on va pas tout te dire, on avance. Hein. Et pareil, et ça fait plus. Donc ça veut dire que peut-être que quelque part je l'ai freiné. Et puis quand tu sensibilises à la responsabilité, tes équipes aussi, je dis jamais l'image, elles se déploient, ça leur donne un regard, et puis elles veulent prouver qu'elles sont capables, et c'est win-win parce que ça marche bien, tout le monde gagne bien sa vie, et tout le monde est heureux. Donc moi j'ai la chance d'avoir une équipe dingue. Tu connais un peu, toi tu connais la holding, le bâtiment où on est tout le temps, mais en plus moi j'ai 70% de personnel féminin dans mon groupe. C'est un milieu plutôt féminin la télé ou normalement 50-50? Alors, si tu prends les grands producteurs, sont des productrices. Ok. Tu as Alexia Laroche-Joubert, mais tu as plein d'autres productrices. Et puis, moi, si j'ai beaucoup de femmes dans mon entreprise, c'est pas parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'elles sont brillantes. Et la présidente de mon groupe, Judith, que tu as rencontrée, la présidente, quand elle a cherché un directeur général, elle a plutôt tendance à prendre une femme, et les femmes ont tendance à prendre des femmes, et d'un coup, ça se coopte. Alors, c'est très marrant, parce que nous, on est vraiment une minorité, les mecs, dans le groupe. J'ai les meilleurs, donc le hasard compte, de la vie fait que ce sont des femmes, et tant mieux, je suis très content. Et pour rien au monde, je les laisserai partir. Ouais, mais c'est clair. Mais peut-être qu'il doit y avoir une patience dans nos métiers, je parle dans l'audiovisuel, qui est plus propre à la gente féminine, que les mecs, je sais pas. Il y a un truc qui fait que dans la prod, les filles sont meilleures. J'ai une dernière question sur un petit peu la partie business. C'est aujourd'hui, il y a un énorme changement qui s'opère avec YouTube. Quand on voit Inoxtag qui fait 50 millions de vues sur YouTube quand il lance Kaizen, beaucoup d'autoproduction, beaucoup de choses comme ça. Est-ce que tu penses que la télé est en train de mourir ou est-ce qu'elle est simplement en train d'évoluer? Mourir, c'est un grand mot. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une bascule, c'est en train de pivoter, mais il y a des chiffres qui ne mentent pas. Moi, il y a 20 ans, j'ai reçu un coup de téléphone du patron de TF1 qui m'a dit « C'est la dernière fois que tu fais 15 millions, sinon j'arrête l'émission. » Je faisais une émission qui faisait 15 millions de téléspectateurs. Si tu vois un peu dans quel monde on est. C'était laquelle? C'était les enfants de la télé. À l'époque, j'avais fait 11 millions. Et il n'était pas content du tout. Mais pourquoi? Parce que il fallait au-dessous de 10 millions, c'était un bid. D'accord. Il y avait que 3 chaînes. Ouais. Et donc aujourd'hui, quand tu fais 3 millions, c'est un énorme succès. Ouais, c'est ça, c'est complètement... Donc l'audience est totalement éclatée, mais on est passé de 3 chaînes à 400 chaînes, plus les plateformes, plus les YouTube. Ouais. Donc je dirais que nous sommes dans un moment où la télé, c'est devenu plus un objet sur lequel moi, mes enfants peuvent regarder YouTube ou Netflix ou TF1 ou M6.
Mais je reste convaincu que la télé linéaire a encore de l'avenir pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'autres médias où tu te sens... Quand tu regardes Inox, moi j'ai regardé Kaizen, j'ai trouvé ça formidable, ok. Bah, Inox, j'étais seul. Je me suis pas assis dans mon salon avec toute ma famille pour regarder. Mais ça veut dire que la télé doit faire plus de directs, d'événements qui Je rassemblent. pense que la télé doit proposer et c'est ce qui fait son succès encore aujourd'hui, c'est qu'elle propose des projets, des programmes que le digital ne peut pas s'offrir. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas mettre The Voice sur YouTube, ça coûterait trop cher par rapport à ce que ça rapporte, parce qu'il y a quand même un ratio économique. Bien sûr. Et alors c'est mignon, parce que moi j'ai mon fils et ma fille qui me disent « Ouais, la télé c'est chiant, il y a que de la pub ». Bon, quand j'ai regardé Kaizen, je me suis fait défoncer. Toutes les 30 secondes, il y avait une pub. Non mais je vous l'avez vu, tant mieux, c'est tant mieux pour Inox. Et d'ailleurs, on a fait un spin-off de Qui va être mon associé avec Inox, qui a été un énorme carton quand il l'a diffusé sur YouTube. J'étais sur sa chaîne première ou secondaire, je sais plus. Et à l'inverse, quand Inox est venu faire Qui va être mon associé, il n'y a pas eu un effet d'audience. Ah, ok. Donc je pense que c'est deux univers qui ne s'opposent pas, mais qui petit à petit vont se rencontrer. Voilà. Maintenant, il y aura toujours besoin de grandes chaînes de télé pour mettre le foot, pour mettre le sport, pour mettre les événements, pour mettre The Voice, pour mettre Starac, pour mettre Danse avec les stars, pour mettre, je sais pas, Fort Boyard. Aujourd'hui, tu peux pas mettre ce genre d'émission. Si demain YouTube se met à payer ce genre de budget, ça pourrait devenir problématique, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Avant de parler un petit peu de qui va être mon associé, il y a une chose qui fait un peu ton succès, je sais pas à quel point ça pèse dans ton chiffre d'affaires, dans ton business, c'est ta propriété intellectuelle. C'est-à-dire que tu réussis à vendre certains concepts à l'étranger, comme VTEP, donc Vendredi Tout est permis. Est-ce que c'est un pan de l'activité important? Est-ce que c'est résiduel? Est-ce que c'est... En fait, l'IP, c'est c'est le pétrole de notre industrie. Je produis des émissions dont j'achète les droits à l'étranger. Je produis une émission qui s'appelle The Floor avec Cyril Ferraud. J'ai acheté les droits à John de Mol pour pouvoir la faire en France. Mais rien ne m'appartient. Je suis donc presque un prestataire puisque je prends quelque chose qui appartient à un autre, je lui loue son appartement et je fais du Airbnb avec. Si je devais résumer. Là, quand tu as ton IP, c'est ton appartement. Ok, et c'est toi qui le loues aux autres. Vendredi Tout est permis est une franchise où, jusqu'à il y a quelques années, il y avait 40 pays qui m'achetaient la franchise. Et là, c'est game changer, parce que d'abord, en termes de marge, c'est de la marge pure, et deux, on parle de beaucoup d'argent. Alors, c'est une IP médium, on va dire, Vendredi Tout est permis. Si t'as l'IP de C'est pas The Voice, quoi. Bah, par exemple, The Voice, c'est John de Mol l'a vendu 1 milliard. Juste la marque The Voice. Et là, il a une nouvelle marque qui s'appelle The Floor qui finira par vendre 1 milliard. Et Big Brother, il a vendu 3 milliards et demi. Vous n'imaginez pas. Celui qui a, par exemple, moi, j'ai racheté le catalogue Sony. J'ai racheté Sony France et donc, j'ai donc racheté leur catalogue. Tous les jours, on diffuse sur M6 La Roue de la Fortune. Mais La Roue de la Fortune, c'est tous les jours dans 130 pays dans le monde. Si juste chaque jour, ça rapporte à celui qui l'a créé 2, 3, 4, 10 000 balles par jour, c'est en centaines de millions d'euros par an le propriétaire de l'IP qui peut gagner. Donc c'est la survie, justement, c'est la création. Si tu ne crées pas et que tu te retrouves juste de louer, un loueur, on va dire, de l'autre côté, à un moment, t'enrichis les autres. Tu gagnes très bien ta vie, mais tu enrichis les autres. Et tu as des équipes qui sont payées pour créer des concepts. Moi, j'ai une équipe. J'ai la plus grosse équipe de développement aujourd'hui à Paris, qui développe. Et nous, alors c'est marrant parce qu'il y avait un prix, le prix de la boîte de prod qui exportait le plus chaque année. Et je crois qu'ils ont arrêté de le donner, parce que nous, ça faisait 6 ou 7 ans qu'on le gagnait, puisque nous, on fabrique, et c'est la chance qu'on a et la confiance que nous donnent les diffuseurs, on fabrique des formats. Mais on ne peut pas s'empêcher d'en acheter, parce que les chaînes ont besoin aussi de remplir leur grille, et puis il y a des très bons formats créés par d'autres, tu vois. Mais c'est très très important la création, et c'est ce qui peut sauver aussi, je pense, et ce qui doit sauver l'audiovisuel français, c'est on est bon pour ça. Les chaînes à prendre des créations. Alors moi, je me m'en plains pas. On a un pays de créateurs, on a un pays de culture. Parce que en tant qu'animateur, TF1 me pousse à créer tout le temps. On lance toujours 2 à 3 IP. Là, on a lancé une IP qui s'appelle Le Dernier Cercle, qui a été racheté par Warner et Warner va le diffuser dans le monde entier. Ça, c'est notre nouveau blockbuster. Mais en télé-réalité, quand on fait La Villa, par exemple, des cœurs brisés, ou Les Anges de la télé-réalité, sont des formats qui s'exportent partout dans le monde. Donc, tu fabriques ton IP et c'est ta survie, j'ai envie de dire. Parce que tu es dépendant après. C'est comme la mode. Moi, j'ai la chance d'avoir des contrats sur plusieurs années avec les chaînes, ce qui fait que je peux travailler mais je travaille sur la saison 2027-2028. Si je n'avais que des IP
dont j'achète les droits, ben, le jour où l'émission ne marche plus, ben, je suis planté. Alors que là, moi, je fabrique le renouveau du contenu Ouais. en permanence. Tu t'achètes des années Oui, de prospérité, en fait. oui, et c'est très important. Et puis même, il y a, par exemple, une chaîne de la TNT, si elle n'est pas liée avec une chaîne hertzienne, c'est très dur pour elle de survivre. Puisque une chaîne de la TNT, c'est une forme de déstockage des IP de la chaîne hertzienne. Si tu prends TMC ou W9, s'il y a 2 formats phares qui sont Quotidien et Cyril Hanouna, et tout le reste de la grille, c'est du déstockage d'IP qui viennent de... Sinon, tu peux pas fabriquer. Trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, c'est très dur pour un propriétaire de chaîne TNT qui n'a pas justement de linéaire à côté de grosses chaînes linéaires parce qu'il doit acheter 100% de ses programmes. Donc, en fait, il est juste diffuseur. Et être producteur, c'est ça pour moi. C'est créer, développer, prendre beaucoup de risques. Parce que pour un format qui cartonne, il en faut 5 qui se plantent la gueule. Donc, il faut trouver un client qui accepte de se planter avec toi 5 fois. Et quand tu te plantes, c'est des bouillons. Enfin, ça peut coûter très cher. Ah oui, de toute façon, ce qui est super avec la télévision, c'est qu'il n'y a pas de semi-plantade. Je me rappelle, tu avais pris un risque énorme avec une énorme émission avec les zombies. Avec les zombies. Ouais, c'est Ah oui, proche. alors ça, ça s'appelle une fausse beignet, FBI. L'un de tes plus gros échecs, ça? Alors, c'est pas un échec. D'accord. C'est Je connais pas, hein, donc... c'est un four, Ouais, ok, d'accord. mais c'est pas un échec. Ok. Je vais t'expliquer. Parce qu'il y a eu de On l'apprentissage derrière. se dit, on va faire le grand jeu d'aventure avec des zombies. Il y a 10 millions d'investissements. Ouais, c'était... TF1 prend la moitié à sa charge et me donne, ce qui est énorme, hein. Oui, À l'époque, c'était 5 millions, je crois, pour faire 5 émissions. Et moi, je prends mon risque producteur, c'est que j'en mets autant de ma poche, mais parce que déjà, au moment où j'ai pitché à l'international, j'ai 10 clients qui veulent tourner dans mon hub, c'est-à-dire dans mon décor. Et ouais. Donc j'avais déjà 10 clients qui en prenaient 10 chacun, j'avais 100 émissions. Donc j'amortissais tout de suite mes 5 millions. C'est de la mathématique comptable pure. Bien sûr, bien Ok. Donc j'y vais, je suis producteur, on construit un Barnum d'un autre monde. On fait venir des cascadeurs, enfin, je pense pas qu'il y ait d'équivalent de décor aussi huge. Si peut-être Mr Beast. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Ouais. Dans l'histoire de la télévision. C'est 10 hectares, c'est 300 figurants, c'est un truc de dingue. Et comme j'y crois, et comme il y a un appétit, Fox veut l'émission, les Allemands veulent l'émission, les Anglais, tout le monde veut l'émission, tout le monde dit on vient, on est à faire un planning et on a un C'est une émission embouteillage que de tu tournage. crées ou c'est un truc que tu as C'est une acheté? création pure. Création pure. Création pure. C'était quoi le nom? Ça s'appelait District Z. District Z, ouais, c'est ça. Ok. Et on a un embouteillage de boîtes de prod étrangères qu'on doit caler dans le planning pour qu'ils tournent. Donc ça, c'est une émission en temps normal, elle doit faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On construit les décors, on fait les répètes. Et là, il y a un truc qui tombe, 9 jours avant la première, le Covid. Ouais, j'allais te le dire, c'est le Covid. Ouais. Ah. Et je dis à TF1, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends le risque de tourner, je fous les 300 personnes en quarantaine dans l'hôtel. On tournait dans une forêt à côté du parc Astérix. Je privatise des hôtels au parc Astérix et je mets tout le monde en quarantaine là-bas. Donc, il n'y avait aucune chance que quelqu'un ait le Covid. Les seuls qui pouvaient amener le Covid, c'était les 6 candidats par émission, qu'on teste et tout. Et à l'époque, on ne savait rien du Covid. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, je prends le risque de tourner. Je ne sais pas à ce moment-là que ça va durer des mois. Donc, on démarre l'émission, on la tourne, et là, les Allemands, on ne peut pas venir, les Anglais, on ne peut pas venir, les Canadiens, on ne peut pas venir, aucun des pays étrangers ne vient tourner. On diffuse la première saison, c'est la plus grosse audience historique de TF1 depuis 2001 pour le lancement d'un divertissement. On fait 47% de part de marché. C'est un carton monumental. Enfin, un point comptable, hein, j'ai perdu 5 millions. Mais je peux pas ne pas tourner la saison 2 d'une émission qui a fait autant de cartons. On remet 5 plaques sur la table. Ah, donc toi, t'as pas une optimisation de coût à faire entre l'investissement de l'année 1, l'année 2, c'est globalement la même chose. Et t'as des hommes à payer. C'est 300 techniciens et Ouais. c'est des décors qui faisaient 25 mètres de haut. Ouais. Et je dis, on y va pour l'année 2. Le mec qui s'occupe de la distrib, il rappelle les gars. Il dit, il n'y a aucun problème, on revient, c'est génial qu'il y ait une deuxième saison, on pouvait pas venir à cause du Covid. On bosse comme des cinglés. On tourne la saison 2, variant Delta. Vous vous souvenez pas du variant qui Ouais, a avant Omicron, qui a fait un comeback là, Ouais. le variant Delta, et personne n'est venu. On a diffusé l'émission, elle a moins fait d'audience que la première, et j'ai dit, on plie l'ego, là. À un moment, je suis chef d'entreprise, j'avais un ego fantastique, parce que ça a permis de montrer à la planète que la France produisait des trucs fous pendant le Covid. À un moment, je peux pas perdre autant de millions chaque année. Ouais. Et pourtant, ça a été un énorme succès d'audience.
Oui. Enfin, je veux dire, La saison 2 était moins forte que la première parce qu'il n'y avait pas l'effet de Oui, de surprise. découverte. Et puis en plus, la saison 2, on l'a pas diffusée de la même manière. Donc on se retrouvait pendant les fêtes de Noël. Là où tout le monde voulait voir des sapins et des guirlandes et, Tout le monde des zombies, et les ouais. Pères Noël, nous il y avait les zombies qui, en plus on avait monté d'un cran, les zombies ils pétaient vraiment la gueule aux candidats et donc Ouais. on avait que des blessés, c'était génial. Et Mais est-ce que c'est un peu, parce que par contre je connais Satoshi's Castle ou un truc comme ça, un truc au Japon, c'était un peu la même chose, tu sais, les gens ils passent dans des labyrinthes. non, mais c'est pas du tout le même niveau. Hein. D'accord, ok. c'était- Regarde l'émission, c'est dingue. On avait, je sais pas, je crois que j'ai jamais vu autant de drones sur un plateau Ok, télé. d'accord. Les mecs étaient lookés, c'était fou. Incroyable. Et d'ailleurs, mais je tire toujours à quelque chose de positif dans cet échec. C'est-à-dire que j'ai été capable de produire la plus grosse émission de tous les temps, et surtout, l'image de Satisfaction à l'étranger, elle a explosé. Du jour au lendemain, tout le monde s'est dit, mais qui sont ces malades qui ont fait ce truc-là? Et donc, on travaille avec des Coréens maintenant, toute la planète travaille avec nous depuis cette émission. Donc tu dis j'en que c'est tire juste quelque un chose. échec financier, pas un échec pour tout le reste. Bah, c'est un échec financier, mais bon, comme on dit, profit and loss, tu vois, je veux dire. Mais c'est un échec pour les équipes. On s'est donné, en plus on Ouais. tournait la nuit, hein. On s'est C'est donné une déception, quoi, en fait. une déception, Mais oui, mais c'est après, une frustration. mais après tout ce que tu viens de dire, c'est quand même. Oui, mais j'aurais Mais aimé qu'elle soit l'équipe encore le là, voit quoi. pas. Ouais, J'aurais alors, aimé, Ouais. j'aurais aimé pouvoir être sur mon hub, c'est-à-dire sur mon plateau, et saluer le réalisateur allemand, et la semaine d'après, le réalisateur. Ouais, je comprends. Il y avait les Russes, les Polonais, Ouais, les bah, je dirais Italiens. plus frustration. Alors, Oui, ouais, grosse plus frustration. Pour parler un peu de Qui veut être mon associé, donc c'est un concept qui a eu un énorme succès aux États-Unis qui s'appelle Shark Tank. Ouais. Quel est le lien exactement aujourd'hui entre Qui va être mon associé Shark Tank? Est-ce que c'est l'adaptation française? T'as acheté les droits? Est-ce que c'est un bon investissement? Comment est-ce que ça Alors, se fait? Quand j'ai racheté Sony, dans le catalogue Sony, il y avait déjà Qui veut être mon associé, qui venait de démarrer sur M6. Donc ce n'est pas moi qui ai lancé Qui veut être mon associé. La première saison avait été lancée par Sony, mais elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle était comme, voilà, c'était la première version. Et donc, Un je four, suis arrivé. c'est ça que tu veux Comment? dire Un four, c'est ça que tu veux dire Non, ça marchait correctement. Franchement, C'était pas un succès non c'était plus. pas un mais, succès non plus. C'était, C'était, fallait se mettre voilà. au moyen, ouais. Donc Et- Qui veut être mon associé, ce n'est pas vous qui avez acheté les droits américains. C'est deux émissions différentes. Moi, j'ai acheté la société Sony Ouais, France, qui détente. détenait les droits de Shark Tank. Voilà, d'accord, ok. Le Donc c'est Sony, à bien la base, c'est cela. un format japonais. Ça Et appartient à Sony, Sony. ça, ouais, ça d'accord. appartient à Nippon TV Ouais. à la base. Ok. Donc Shark Tank est donc l'adaptation française. Et c'est exactement la même chose qu'aux États-Unis. Il y a deux différences. Une première visuelle où il tourne avec un décor de nuit et nous, notre client M6 nous a demandé un décor de jour. Tout à fait. Ok. Moi, je me bats pour revenir au décor de nuit parce que ça rajoute de l'angoisse. Ouais. Et De mystère, voilà. un peu. 100% des pays appellent ça soit Shark Tank, soit en Europe ça s'appelle Dragon's Den. Ouais, Dragon's Den, ouais. Ok, Ouais. ce qui est exactement la même Ou la émission. cage au lion en allemand. Voilà, ouais. voilà. Donc, et le seul pays où on veut pas parler ça a été la France, c'est devenu Qui veut être mon associé. Bon, finalement, j'adore ce titre à la fin. Mais moi, j'aurais voulu appeler ça Shark Tank ou Dragon's Den, tu vois, il y a un côté, on y va, quoi. Et puis, c'est très particulier parce que la France est un pays qui a un rapport à l'argent vraiment bizarre. Ah bah ça, ouais. On le voit en tant qu'entrepreneur, on le voit en tant que sportif, j'imagine. L'argent, c'est un truc, faut pas trop en parler. Ouais. Dans le monde entier, quand un film marche au cinéma, on dit il a fait 40 millions de dollars le premier week-end. En France, on dit il a fait 200 000 entrées. Tu vois, je veux dire Aux États-Unis, le succès, c'est l'argent que tu ramènes. Bien sûr. En France, vivons heureux, vivons cachés. On a un problème avec le succès, on a un problème avec la réussite, on a un problème avec l'argent. Et imposer sur le marché français une émission qui parle d'argent et de business, c'est un challenge Ouais. qu'on a gagné grâce à deux choses. Grâce à nos investisseurs, Tony est venu, Eric est un sociétaire de l'émission, qui ont, et c'est pas péjoratif, vulgarisé l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ils ont expliqué avec des mots Humanisé. simples. Et humanisé. Voilà. Et jusqu'à présent, on disait pas entrepreneur en France, on disait patron. Ouais, exactement. Et on est passé de patron à entrepreneur grât à eux, Ouais, et non, grâce tout à fait. cette émission. Tout à fait. Je le pense vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et dans la tête, le patron, c'est pas bien. Le patron, c'est l'argent, c'est l'exploit. Et l'entrepreneur, c'est celui qui va permettre à un mec d'exprimer ce qu'il a dans le bide et de prendre tous les risques pour y arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux rester toute ta vie dans ta condition. Si tu vas en sortir, bah, faut prendre des risques. Et je pense que le succès de l'émission est lié à la période qui était post-Covid aussi, où pendant le Covid, il y a plein de gens qui se sont remis en cause.
J'ai plein de potes qui ont dit, moi, j'arrête mon métier, je veux être éleveur de chèvres ou faire... Non, mais je connais un grand réalisateur et un grand producteur qui, aujourd'hui, fait des boulangeries, tu vois, parce qu'ils se sont dit, je veux donner un sens à ma vie. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est donner un sens à sa vie quelque part. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas entrepreneurs ne donnent pas de sens à leur vie. Mais ça veut dire, je ne veux pas vivre avec une frustration qui est de dire, j'aurais dû faire ça. Et c'est pour ça qu'on a un problème avec qui va être mon associé, c'est de capter les plus de 50 ans en audience. On fait un énorme carton chez les jeunes, mais on marche pas autant qu'on l'aimerait sur les plus de 50 ans, parce que quelque part, cette émission elle renvoie un miroir qui est, putain, J'aurais dû faire ça. Je savais que j'aurais dû le trop faire. tard, ou Et il ça est crée trop peut-être tard. trop de nostalgie. Et ça crée peut-être une frustration. Ouais. Ok. Et donc, tu vois des jeunes mecs comme eux, là, brillants, enthousiastes, à qui tout réussit, et tu dis, putain, mais est-ce que j'ai encore la foi? Et puis maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, je vais prendre le risque de foutre en l'air mon job pour partir à l'aventure, tu vois. Et c'est pour ça que les plus jeunes, et on démocratise vraiment l'entrepreneuriat grâce à cette émission, à une heure de grande écoute. Et je remercie M6 parce qu'ils nous ont vraiment fait confiance. Et d'année en année, on est de plus en plus technique. Ça veut dire que l'apprentissage, la première année, on parlait pas des bidas, hein. Maintenant, ils posent la question. Non, mais ça veut dire que on n'a plus besoin de l'expliquer. Bien sûr, le marché Et c'est pour ça qu'on a créé, si je peux en parler, Amplify. Justement, ouais. C'est-à-dire que parce que l'émission dure 2 mois, mais Donc, le reste de qu'est-ce que c'est l'année... Amplify exactement? Alors, Amplify, c'est une plateforme qui va permettre à ceux qui le souhaitent de justement prendre le risque de l'entrepreneuriat, mais de manière, on va dire, éducationnelle. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que tu as 2 possibilités. Soit tu as une formation assez didactique de l'École supérieure de commerce de Paris, ce qui fait que ça permet à tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quelle région de France, de s'inscrire, de prendre des cours et de sortir avec une formation certifiante de la première école de business en France. Soit tu as ce qu'on appelle le bootcamp, où des personnalités inspirantes, comme Eric, comme Tony, comme 300 autres, vont te raconter ce qu'est leur parcours d'entrepreneur. Un peu comme Masterclass, je sais pas si tu connais. Masterclass, c'est... Oui, c'est un peu comme Masterclass, mais là, ce qu'on veut, c'est que les gens racontent qu'est-ce qui s'est passé le jour où ils ont déclenché l'envie de faire. Ouais, bien Ok. sûr. Donc, ce qu'on veut, c'est déclencher une envie chez les gens et surtout de leur dire, si vous avez le complexe de j'y connais rien en compta, j'y connais rien en juridique, ça tombe bien, on a une école qui est la première école de France, qui va pouvoir vous l'apprendre. On est loin de la formation, on n'est pas du tout venez chez moi, vous allez faire 1 million d'euros l'année prochaine, parce qu'on a beaucoup des formations qui vont vous rendre riche, qui ne rendent riches que ceux qui font les formations d'ailleurs. Et on est plutôt dans le truc de transmission, parce que moi je suis né au Maroc, je suis arrivé en France, j'avais 2 ans, j'ai grandi dans une famille très modeste, je manquais de rien, mais j'ai pas eu le reste. Et la France m'a tout donné. J'ai eu l'école gratos, le sport gratos, la santé gratos. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la France. Donc c'est dans cette optique de transmission que j'ai voulu rendre... tu vois, ça c'est comme District Z, je vais perdre de l'argent, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté... si j'avais eu cette possibilité-là de faire cette formation il y a 30 ans, j'aurais appris beaucoup de choses. Moi en fait, c'est une façon de dire... C'est comme l'IA. Il faut former les Français à l'IA parce que il faut pas en avoir peur. Et il faut montrer que la peur ne doit pas être un frein dans l'entrepreneuriat. Et qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour aider quelqu'un qui a une bonne idée. Ouais, t'as raison. En fait, il y a pire que l'échec, c'est la peur de l'échec. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'essaie de faire Amplify. Donc moi, je suis aussi ambassadeur du programme. On travaille avec Arthur là-dessus. Et c'est vrai que grâce au programme, il y a plein de gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui savent pas par où commencer, qui se posent des questions. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un accompagnement là-dessus, surtout dans un environnement de formation certifiante, carré, avec un partenaire vraiment de... Et puis après, nom, en plus, il y a des formules qui font que ça te coûte pas des sous parce que tu as les OPCO, les CPF qui peuvent t'aider. Tu vois, je veux dire. Ouais, bien sûr. Notre idée, c'est vraiment, on est dans la transmission parce que je crois que ce qui freine les gens et ce qui devrait pas les freiner, c'est cette peur-là. C'est pas la peur de l'échec, c'est le saut dans le vide. Et quand tu as 25 ans et que tu as grandi dans un quartier et que tu as une super bonne idée, t'as pas l'accès peut-être à l'École supérieure de commerce de Paris, t'as pas l'accès avec une banque qui pourrait te financer, t'as pas l'accès avec un... T'as l'idée mais t'es seul.
Et c'est cette solitude de l'entrepreneuriat qu'on veut briser avec Amplify et qui est un super joli projet ambitieux dont on est en train de lancer le programme. Et c'est vraiment chouette. Et merci d'ailleurs d'y avoir participé. Il faut que tu viennes voir, Tony, c'est très sympa. Avec plaisir. Avec plaisir. J'attends juste l'invitation d'Eric. Il n'y a aucun souci. Et puis ça permet aussi tu vois, on va boucler la boucle. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller en province faire les castings des prochains qui vont être mon associé. Ouais. Mais il y a un vrai travail maintenant. J'ai une question, vraiment business. Aujourd'hui, les business qui vont être mon associé sont très visuels, dans la majorité des cas. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel ça va pencher vers des business plus tech, ou est-ce que tu penses que vous allez perdre le téléspectateur? En fait, c'est très compliqué parce que moi, j'ai les investisseurs qui me mettent des sous de leur poche. Okay, et il faut quand même que je leur amène des dossiers qui les fassent bander et pour lesquels ils disent je vais quand même gagner ma vie avec, ou au moins refaire ma mise. Okay. Mais à côté de ça, j'ai un téléspectateur à qui il faut que je raconte une histoire. Donc on est tiraillé entre le produit et l'histoire de celui qui vend le produit. Et on doit faire la balance tout le temps, et c'est le vrai exercice de cette nouvelle saison. Parce que moi, je suis entrepreneur. Moi, ma plus grande frustration ever, c'est de pas être assis à côté d'eux sur le fauteuil. Exactement, mais ça te rend dingue, ça je sais. Ça me rend dingue. Et pourquoi pas? Parce que c'est compliqué. À M6, il faudrait que je demande à TF1. Et puis, oui, c'est ça, voilà. Et puis à un moment, tu peux pas être entraîneur et joueur. Ou t'es sur le terrain, ou t'es dans les tribunes. Moi, je suis pas de ceux qui sont dans les tribunes et qui disent ouais, pourquoi t'as pas fait ça? Va transpirer. Donc moi, si j'y vais, j'aurais rêvé de me retrouver en face de lui, Bourbon, tout ça, j'aurais déglingué. Et donc je regarde l'émission, je dis mais putain, des fois je m'énerve tout seul devant l'écran. Et à côté de ça, je me dis ouais, enfin, j'aurais pas mis 1 euro sur cette affaire-là non plus. Mais l'histoire, donc on doit, tu sais, toutes les 5 minutes, le téléspectateur il a envie de changer de chaîne. Donc on doit capter, créer de la dramaturgie, aller jusqu'au bout, faire en sorte qu'ils s'engueulent, faire en sorte qu'ils s'associent. Tu vois, c'est un spectacle. Mais l'objectif de cette émission, et il est difficile, il est très délicat parce qu'on est sur un fil, c'est de faire en sorte qu'ils perdent pas leur argent, quand même, parce qu'on oublie, mais ils mettent leur propre cash, et apprendre l'entrepreneuriat. Quelle est l'émission que tu as pris le plus de plaisir à animer en tant qu'animateur? En tant qu'animateur? Ouais. Ça restera les enfants de la télé. Parce que les enfants de la télé, en fait, j'étais au spectacle parce que je recevais les stars qui me faisaient rêver. Et des fois, le nombre de fois où en pleine émission, j'étais dans les vapes et je la regardais, je dis mais je suis quand même en train d'interviewer Catherine Deneuve et il y a Alain Delon à côté, quoi. Moi, le petit gars de Massy qui est parti sans rien, sans piston, sans argent, sans connaître personne. Et tu sais, quand t'habitais à Massy, c'était à 15 km de Paris, t'avais l'impression que tu traversais l'Atlantique quand t'allais à Paris. Je te jure, c'est vrai. C'est intellectuellement, le week-end, on allait à Paris. On allait sur les Champs-Élysées. Tu vois, c'était vraiment, il y avait une frontière, quoi. Je sais pas si t'as connu ça, Tony, mais dans mon esprit, c'était, on monte à Paris, quoi. Non, mais alors qu'on était à une demi-heure de bagnole ou 40 minutes, mais on monte à Paris. Et donc, moi, le petit gamin, là, qui aurait jamais imaginé ce qui lui arrive, j'étais là, je suis avec, je suis avec Catherine Deneuve, Alain Delon, putain, il y a Jean-Paul Belmondo, j'ai reçu les plus grandes stars de la planète. Et j'adore que tu as gardé cette fraîcheur. Mais toujours, mais encore aujourd'hui. C'est important, je trouve. Et l'autre jour, ils ont fait un documentaire pour, au cas où je meurs, là, les 30 ans de ma carrière. Comme ça, TF1, ils l'ont en stock, ils ont plus qu'à le dégainer. Et je me disais, mais putain, je regardais comme un gosse, Johnny Hallyday. Tu sais ce que c'était Johnny Hallyday dans ma famille? Et je parlais à Johnny Hallyday. Moi, j'ai grandi avec Alessandro Belmondo. On était ensemble à l'école, donc j'ai souvent vu Jean-Paul Belmondo. Et ils étaient très proches de Hallyday. Donc, mais n'oublie pas, moi, c'est une époque qui est encore plus dingue. C'est que les mecs venaient dans mon émission. J'étais assis comme sur un trône. Et je les accueillais. J'avais Pierre Tchernia. Quand j'étais gamin, je regardais Monsieur Cinéma avec lui. C'est lui qui a amené Zorro en France. Et ça devient mon pote. Et je suis là avec des gars. Je dis, what the fuck? C'est pas possible, quoi? J'avais reçu, comment elle s'appelle? Et en plus, comme l'émission cartonnait, j'avais fait venir les héros de toutes les séries qu'on regardait quand on était enfant. Donc, j'avais fait venir Madame Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. J'avais fait venir, comment il s'appelle? David Hasselhoff. Exactement. de Alerte à Malibu. J'ai fait venir Huggy les bons tuyaux de Starsky Hutch. J'ai fait venir Starsky, j'ai fait venir Hutch. Donc, à un moment, ça marchait tellement, ok? Et ça marchait tellement fort, les enfants de la Terre, on parlait, c'était 10 millions à chaque fois, que j'ai eu toutes les stars de la Terre. Et donc, j'ai créé une autre émission pour avoir les stars que je pouvais pas recevoir des enfants de la télé, qui s'appelait La Fureur, et je voulais les chanteurs. Je me suis dit, je vais faire une émission pour rencontrer les chanteurs que j'aime. Et j'ai créé La Fureur.
Et là, l'autre jour, je regardais encore Supertramp, Barry White, Led Zeppelin, j'ai reçu, Mariah Carey, Mylène Farmer. En fait, les plus grandes stars de la planète sont venues chanter dans mes émissions de télé. Et quand tu les mets bout à bout, tu dis putain. Ah ouais, la vache, C'est beau. Putain. Barry White. Barry White, je l'ai reçu au Parc des Princes. C'était génial. Il voulait se décolorer la barbe dans sa loge, il s'est brûlé au 2e degré. Non. Et donc, il devait chanter 2 fois, une fois au début et une fois au milieu. Et à la fin de sa première chanson, je vais le voir. Et je dis merci Barry White, thank you very much avec mon anglais de merde. Et je lui dis bon, on se retrouve tout à l'heure. Et lui, il reste, il bouge pas. Il veut chanter la 2e chanson, il croit qu'il doit chanter les 2 à la suite. Et il me regarde, il y a un moment de flottement, et il a chanté la 2e. Et puis je dis tant qu'on est là, tu veux pas nous faire une petite 3e? Et il est parti à cappella. J'étais avec Barry White. C'est quand même sur Barry White que j'ai flirté les premières meufs de ma vie, tu vois. Il était à côté de moi. Et Joe Cocker, j'ai fait des trucs de fou. Donc, je me suis toujours amusé comme un gamin dans les premières années de ma vie. Les humoristes, j'ai démarré pareil. J'ai démarré à la télé. J'avais rencontré 2 mecs complètement barjots qui étaient Elie et Dieudonné. Ils ont démarré chez moi. Elie Kakou, il a démarré chez moi. On a démarré ensemble. D'ailleurs, ils n'ont pas démarré chez moi. On a démarré ensemble. Et tous les humoristes que tu as vus pendant toutes ces années, on s'est portés les uns les autres. Une fois de plus, je dis pas que c'était mieux. Je disais qu'il y avait il y avait moins de pression. Ouais. Il y a moins de pression d'audience et moins de la pression des réseaux sociaux, qui fait que les mecs, ils arrivent pour une interview, déjà ils vont te dire il faut pas que tu me parles de ça, et puis à la fin, t'as l'agent qui va dire non, ça serait bien qu'il enlève cette phrase. Moi, je suis sûr que si j'avais mon attaché de presse qui était venu aujourd'hui, vous aurez fait une liste de 20 trucs à pas laisser, tu vois. Ouais. Bon, on lui enverra la vidéo, Ouais, t'inquiète clair. pas. Il n'y aura pas d'émission, en fait. J'ai une dernière question à te poser, Arthur. Aujourd'hui, tu as écrit un livre qui représente un peu une période de ta vie qui t'a beaucoup marqué. Tu t'es exprimé au moment du conflit israélo-palestinien et tu vis avec une protection rapprochée. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie, ces événements géopolitiques? Et est-ce que c'est une cicatrice? Est-ce que c'est une fracture? Aujourd'hui, on est ici pour parler de fracture aussi. Et comment est-ce que tu as vécu ces moments et peut-être les répercussions sur les réseaux sociaux? Ce qui est fou, c'est que j'ai écrit un livre pour exprimer ma solitude après les événements du 7 octobre. Depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais donné une quelconque position politique. J'ai juste dit, pendant de longs mois, libérer les otages, parce qu'il y avait des otages français et que je me suis attaché à eux. Et comme on est dans un monde qui a perdu la nuance, il y a eu des grands raccourcis qui ont été faits, où on considère que parce que j'ai soutenu les otages, je n'ai rien fait d'autre que de soutenir les otages, je serai un soutien inconditionnel d'un pays qui est Israël, qui est lui-même en guerre avec toutes les atrocités qu'on a pu voir de part et d'autre le 7 octobre, mais aussi à Gaza où il y a quand même des mômes qui sont morts pendant des mois, ce qui m'horrifie, comme le 7 octobre m'a horrifié. Mais on est dans un monde où les algorithmes, puisque tu parles des réseaux sociaux, font que tu te retrouves sans le savoir dans un camp ou dans un autre. Et on a perdu cette nuance-là. Aujourd'hui, on peut dire, moi je le dis, je peux soutenir un pays comme Israël et détester son premier ministre qui est Benjamin Netanyahou. Je peux dire que le Hamas c'est un groupe de terroristes et avoir de l'empathie pour les Palestiniens qui sont morts tous les jours. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ce genre de choses. Tu te retrouves dans un corner où tu es tout de suite dans une catégorie du mec qui a pris une position et en plus différente de celle des autres, on va dire. Donc moi, ça n'a rien changé dans le cadre du business. Je vois pas pourquoi un client, une chaîne de télé va moins me commander des missions parce que j'ai appelé la libération des otages jusque-là. Mais ça a libéré une espèce de parole antisémite que j'ai découvert à mes dépens. Et puis, je découvre des trucs complètement dingues. Certains artistes, par exemple, qui m'aiment bien et que j'aime bien, qui me disent « Je ne peux plus faire tes émissions parce que ma communauté va me massacrer si je fais tes émissions. » Mais je leur dis « Mais pour quelle raison ?» Je dis « Par rapport à tes prises de position. » Et je leur dis « Mais quelle prise de position ? Trouvez-moi une phrase, trouvez-moi un mot où je dis il faut soutenir la guerre. Je n'ai que prôné la paix. D'ailleurs, j'ai un deuxième livre qui sort où j'explique encore plus ça, parce que il y a eu des dommages collatéraux dans ma vie qui sont qu'aujourd'hui, je suis protégé 24 heures sur 24. Chez moi, il y a des gens la nuit qui surveillent. C'est pas facile pour moi, pour mes proches et tout ça, mais bon, j'ai pas le choix, je suis menacé. Mais
pour un truc qui est disproportionné par rapport à la réalité. Si j'avais dit, ouais, il faut tuer les Palestiniens, je comprends que les mecs soient énervés. Moi, j'ai juste dit, j'ai de la peine pour les Palestiniens et j'ai de la peine pour les Israéliens. Si on pouvait faire la paix, ça serait cool. Mais la nuance n'existe plus. Pourquoi ? Parce que si tu as de l'empathie, et c'est tout à fait légitime et normal pour les Palestiniens qui sont morts, bah ton algorithme, il va t'envoyer que des vidéos de jeunes Palestiniens, soit révoltés, soit morts. À l'opposé, si tu as l'empathie pour ceux qui sont morts le 7 octobre, l'algorithme va t'envoyer sur les réseaux que des trucs qui vont dans ton sens. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de nuance. C'est où t'es pour, ou t'es contre. Tu peux pas être pour la paix. Parce que si t'es pour la paix, et c'est fou parce que tu te fais allumer par ta propre communauté. Puisque moi, quand je dis j'ai de l'empathie pour le peuple palestinien, bah, ma propre communauté, elle me défonce la gueule. Et quand je dis j'ai de l'empathie pour les Israéliens qui se sont fait massacrer le 7 octobre, je me fais défoncer par les antisémites. Donc, la leçon, c'est quoi que tu dises, tu te fais défoncer la gueule. Ouais. Mais moi, j'ai eu 60 ans cette année, j'ai des enfants, et j'ai senti le moment dans ma vie où j'avais besoin de dire des choses, et des choses qui me paraissaient être justes. Et c'est pour ça que je suis rassuré, parce que mon livre a été un des plus gros succès littéraire de l'année. Tout à fait. Ouais. Voilà. Tu peux nous donner le titre, on l'affichera. Il s'appelle « J'ai perdu un bédouin dans Paris ». Okay. Où je raconte en fait 2 ans où ma vie a été un peu transformée justement par la folie des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as des députés qui disent que je suis un génocidaire qui soutient les massacres en Israël. Et quand tu leur dis mais qu'est-ce que j'ai dit pour que tu puisses dire ça, ils sont incapables de te répondre. Et le fait même qu'on en parle là maintenant, ça rend votre émission totalement radioactive. C'est-à-dire que là où d'habitude vous avez des commentaires sur l'entrepreneuriat, là, à partir de maintenant, vous allez voir les commentaires qui vont apparaître et ça va être une baston entre anonymes qui vont dire lui c'est un enculé, lui et tu vois, et donc on est dans un monde et c'est au-delà de la violence, c'est on perd toute notion de si on se calmait un peu les gars, si on se calmait et on ouvrait un livre et on écoutait, déjà lisez mon livre. Pourquoi Arthur ? Comment Jacques est devenu Arthur ? Ah bah c'est tout con, c'est que quand j'ai démarré la radio, il y avait déjà un Jacques dans la radio où j'étais engagé. Il s'appelait Jacques Mossino, un mec super. Il m'a dit tu ne peux pas y avoir 2 Jacques dans le même. Trouve-toi un prénom pour demain. Et je suis sur le périphérique avec une Golf GTI qui avait 250 000 km que j'avais acheté d'occasion. Et il y avait des affiches partout avec un mec petit de taille qui était dans le caleçon d'une grande blonde. Et il y avait marqué « Moi, Arthur et moi, on partage tout ». Je me dis « Putain, à l'époque, on filmait pas la radio. » Je me suis dit « Peut-être ils vont croire que c'est moi le mec dans le caleçon de la blonde. » Et le lendemain, j'ai dit « Je vais m'appeler Arthur ». Et vous pouvez aller vérifier sur les réseaux sociaux ou vous tapez sur Google. Et le gars qui était dans le caleçon, c'était Elie Semoun. Ah ouais. Et Elie Semoun, il habitait à 200 mètres de chez moi à Massy. Il habitait à Antony exactement. Ouais. Et avec Alain Chabat d'ailleurs, qui habitait là-bas, Dieudo et tout. Et je l'ai connu juste après. Non, tiens, t'es le mec du calbut. C'est le mec du caleçon. Et ouais, il y avait marqué « Moi, Arthur et moi, on partage tout ». Et c'est un petit gars avec une grande blonde. Et c'est comme ça qu'est né le prénom Arthur, parce qu'il fallait que j'ai un autre prénom que Jacques. Et à l'époque, c'était pas trendy, hein, Arthur. Hein. Ah, ok, compris. Voilà. Bon, bah écoute, c'est le mot de la fin. Il nous reste la petite tradition du saladier. Je vais t'expliquer ce que c'est. Nos invités précédents ont, à la fin de l'épisode, déposé une anecdote. Et donc que tu vas probablement tirer, et puis tu devras à ton tour filmer la tienne. Voilà, donc tu tires un petit papier et tu nous dis ce qu'il y a écrit dessus. Jean-Pierre Nadir. Ok, alors ça va être l'anecdote de Jean-Pierre. Ouais, alors attention, on reste dans qui veut être mon associé. Il y a moyen qu'on se marre, parce que le Jean-Pierre, attention, donc on va les visionner. Hop là. Tu l'as déjà vu ? Eh ben non, moi je sais pas, je la découvre. Une anecdote sur sa vie, j'en sais rien. Jean-Pierre, il va raconter son anecdote. J'espère que ça va pas être trop long. Une chose que ne savent pas en général, c'est que j'ai été contacté donc pour être investisseur donc dans l'émission Qui est mon associé au départ, donc pour ne pas être investisseur justement, mais pour être candidat. Le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était pour savoir si j'étais d'accord de présenter Fairmove que je venais de créer et qui est donc une agence de voyage dédiée au tourisme responsable. Et j'ai refusé donc de passer
pour 2 raisons. La première, c'est que j'estimais que j'avais pas forcément besoin de partager mon business plan avec les investisseurs de l'émission. Et puis, la deuxième raison, c'est que je trouvais que j'avais passé l'âge de participer à ce genre d'émission, d'autant que j'étais pas très fan de la saison 1. Et finalement, ils m'ont rappelé pour me proposer de devenir investisseur. Souvent, les gens se disent, mais ce gars était inconnu, comment se fait-il qu'il ait été pris comme investisseur? Eh ben, c'est parce que j'ai refusé d'être candidat. Ah bon, voilà, c'est Jean-Pierre, tu vois. C'est marrant que ça tombe aujourd'hui. Exactement, Jean-Pierre, qui veut être mon associé. Ouais, je l'aime bien, Jean-Pierre. Ouais, il est... Il va revenir cette saison. Ah, petit scoop. Bah, j'espère, il faut que je lui dise d'ailleurs. Il faut que je l'appelle. Ok. C'est le mot, Jean-Pierre. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce sous la vidéo, à nous dire qui est-ce que vous voulez qu'on invite pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Production value, quoi. Ça met la pression. Hein. Je rappelle que vous avez affaire à un professionnel. Hein. Moi, je suis pas Jean-Pierre Nadir. Hein. On n'est pas sous Olympique encore, donc si vous pouvez remonter un peu les caméras. Ça part dans le bêtisier, ça. Ah bah voilà. Là, tu peux passer au hertzien. Tu peux passer au linéaire.